Monde numérique. Aujourd'hui, le DSI, par ses infrastructures, par ses logiciels, par l'IA, par tout cela, il doit contribuer à la marge, au ROI, au business de l'entreprise. Bonjour Maria Iacono. Bonjour. Vous êtes la directrice de l'événement Ready for IT qui aura lieu à Monaco du 20 au 22 mai 2025. Cet épisode est réalisé en partenariat avec Ready for IT. On va parler des DSI, on va parler de ces directeurs de systèmes d'information, on dit aussi, directeur informatique, ou en anglais. Plus à la mode. Ouais, ça se dit plus. En anglais, Chief Information Officer, ça se dit Voilà, toujours ça. va. Voilà. La tendance à l'anglais, ça marche. Et en particulier, ces professionnels dans les entreprises de taille intermédiaire, les ETI. Vous allez nous expliquer leur rôle, les défis qui les attendent en 2025 et donc dont il sera question au Salon de Monaco au mois de mai. D'abord, un mot de ce salon, c'est la 6e édition. De quoi s'agit-il exactement? À qui ça s'adresse? Alors, le premier mot, c'est interdiction de parler de salon. Eh ben voilà. Voilà, on commence Comme ça, mal. c'est fait. Alors, c'est quoi si c'est pas un salon? C'est un événement one-to-one. Donc, c'est une rencontre d'affaires, un grand format, du networking. Donc, c'est 2 jours compacts de rendez-vous entre frères de solutions et DSI, justement. Donc, j'y tiens parce qu'en fait, à un salon, on peut s'inscrire tout simplement et il y a beaucoup de valeur dans les salons. Mais notre format, c'est tout autre. On sélectionne des participants selon les projets d'investissement qu'ils ont au sein de leur structure. Donc, il y a vraiment un côté business qui est très important, qui est au cœur de l'événement, mais aussi stratégique en termes de contenu, d'où l'étude dont on va parler, parce que le nerf de la guerre, avec Ready for It et avec cet événement que nous menons depuis 6 ans, on va être à la 6e édition dans 2 mois, le nerf de la guerre, c'est comment accompagner au quotidien le travail des DSI, des ETI françaises. C'est quoi une ETI? Rappelons un peu le basico-basique. On est dans une définition très large, parce qu'on peut aller jusqu'à moins de 5000 employés, donc la définition est très large. Ce qui est important de retenir, on a presque, selon l'INSEE, 7000 sociétés en France, éparpillées sur le territoire français. Oui, et ce qu'il faut retenir, c'est non seulement la quantité, mais c'est surtout, justement, le point économique. Parce que notre territoire français est un réseau d'ETI qui sont indépendantes les unes des autres, mais qui sont aussi dépendantes des grands groupes, des grands comptes, parce que soit en forme de filiale, soit en forme de prestataire de services. Donc, il y a un réseau qui est très important pour la France. Donc, et dans tous les secteurs, évidemment. Et dans tous les secteurs, bien évidemment, qui ont été, ces entreprises ont été sous le radar spécial chez Ready for It dernièrement, d'où leur fragilité, parce qu'il y a eu une recrudescence des attaques, des menaces autour de ces structures. Et donc, notre attention depuis 6 ans s'est portée envers le travail de ces DSI pour les accompagner, non seulement, bien évidemment, au niveau de la défense, mais dans la totalité de leur travail au quotidien. Voilà, c'est ça le travail d'un DSI, finalement. C'est protéger et puis avoir une vision stratégique, aider l'entreprise à travailler. Et figurez-vous que ce travail, il évolue de plus en plus. C'est justement notre étude qui nous a pas mal éclairci là-dessus. C'était déjà le cas dans notre étude du marché des ETI françaises. On avait déjà remarqué depuis 2 ans des bousculement vraiment au niveau du rôle du DSI. De plus en plus, le DSI a été projeté au devant de la scène, parler avec des investisseurs lorsqu'une entreprise est rachetée pour prouver la solidité informatique et de sécurité, bien évidemment, de l'entreprise, mais aussi le côté green, le côté RSE. Donc, il y a eu des évolutions parce que le marché économique français, ce réseau dont on parlait, a évolué. Donc, c'est une tendance, un métier qui bouge depuis 2-3 ans. Et notre étude nous a éclairci encore plus sur les défis de 2025. Alors, parlons-en justement de cette étude que vous avez fait réaliser en prévision de l'événement de Monaco. Vous avez intitulé ça « Le grand saut ». Oui. De manière emblématique, provocative. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout d'abord, on a voulu évoluer dans la mise en place de la 6e édition de Ready for It de manière factuelle. On a voulu vraiment commander une étude à une société sérieuse comme PAC, exclusive pour nous, pour dire, pour cette 6e édition, les contenus qu'on va exposer, tout ce dont on va parler, c'est vraiment basé sur du factuel, sur une vraie connaissance du marché.
Donc, on a mené cette étude qui nous a porté justement à comprendre au mieux le défi de cette année. Et le titre de cette étude a tellement été emblématique qui a donné le fil rouge de toute l'édition. Et donc, c'est Le Grand Saut. Comme je disais, titre emblématique, provocateur un tout petit peu, parce que Le Grand Saut, quelque part, il y a voilà, il y a Le Grand Saut, c'est inspirationnel, il y a une évolution, mais Le Grand Saut vers où? Donc, c'est une manière pour nous d'être face à la réalité de l'inspiration de cette évolution que les ETI françaises sont en train de vivre cette année sous le contexte de la pression économique globale, mondiale et géopolitique. Mais de l'autre côté, ce grand saut, s'il n'est pas préparé, on ne sait pas où il va mener. Donc, il peut y avoir un manque de visibilité qu'il faut combler. Il faut combler ce manque de visibilité pour aider nos DSI et nos organisations à sortir de cette année assez complexe. On voit bien que la mission des DSI aujourd'hui, elle est 360. Quoi. Éclatée. Et de plus en plus, je vous parlais du fait qu'on a vu évoluer ce poste, ce job, sur les 2-3 dernières années. Il était plus projeté avec le COMEX, avec les investisseurs, avec les gens, pour prouver vraiment comme une brique hyper fondamentale des organisations. Là, ce que notre étude a révélé sur la pression économique de 2025, le métier du DSI est en train d'évoluer plutôt vers un modèle de business partner de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il est fini de penser qu'un DSI peut être juste gestionnaire des infrastructures, en mode « j'essaie de ne pas trop dépenser et la vie est belle », c'est fini, c'est dead. Aujourd'hui, le DSI doit contribuer à la marge, au ROI, au business, par ses infrastructures, par ses logiciels, par l'IA, par tout cela, il doit contribuer à la concurrence, à dépasser la concurrence, à prouver au métier, à donner plus de gains au métier, de productivité. Et là, on va vraiment un changement total parce qu'on passe de l'ancien ingénieur qui devient vraiment un directeur commercial, un manager qui sait aussi fédérer au sein de toute l'entreprise parce que certains choix sont aussi de contraintes, surtout au niveau des menaces, parce que n'oublions pas, nos ETI françaises, ici, elles ont vécu des moments de difficulté au niveau des attaques parce qu'il n'y avait pas assez de maturité sur la défense informatique. Donc, il y a aussi ce rôle de fédérer l'entreprise, fédérer le COMEX, fédérer les dirigeants pour prouver qu'il faut anticiper aussi au niveau des attaques. Donc, c'est un rôle 360. Personnellement, je le trouve très enthousiasmant. On voit. Voilà, on le voit et on est très, très attaché à Ready for It parce qu'on a ce rôle auprès de la communauté. Mais bon, il ne faut pas sous-louper, il ne faut pas rester dans des méthodologies de travail qui seraient dépassées. Parce que le deuxième constat de l'étude, des interviews diverses et variées qu'on a faites, c'est justement que la vitesse technologique, la vitesse concurrentielle, donc liée technologie, IA et concurrence, fait que du coup, aujourd'hui, on implante un système, dans une semaine, il est mort, il est déjà dead. Donc, il faut être dans l'anticipation constante. Quand avant, on ne réfléchissait qu'en mode stratégique, plan stratégique, sur 3 ans, présenté, validé. Aujourd'hui, certes, il faut toujours être... C'est comme les politiques, en fait. Voilà. Tout s'est accéléré et il faut faire En fait, si on n'est pas dans l'anticipation et dans ce constat attentif sur les technologies qui arrivent de manière constante, si on n'implémente pas des modes agiles de manière ample et pas juste en silo sur un projet, on est perdu face à la concurrence parce qu'on perd le terrain et c'est toutes les semaines. C'est une vraie forte pression, du coup, au sein de l'entreprise que subissent nos DSI. D'ailleurs, ils le disent dans votre étude, que vous citez des professionnels qui disent on doit réapprendre notre métier aujourd'hui. Il y a un moment de changement total et le réapprendre, en plus en vitesse, en plus avec une pression économique qui est assez lourde. Bon, mais alors, attendez, ils y arrivent parce que Ils vont y arriver parce qu'ils vont venir à Ready for It. Oui, parce que la mission telle que vous la décrivez, elle paraît quand même Elle est complexe. Il y a une réalité du marché, de ces métiers, de complexité du job, de la mission. Il y a une vraie pression qui est difficile à mener. Je pense aussi que ces métiers sont de plus en plus des métiers qui ont du sens, qui amènent du sens aux personnes qui ont le rôle de cette mission. Donc, je pense que le côté mission au sein de la société et de l'entreprise
compense la pression, mais bien sûr, il y a une alerte sur la pression au-delà des risques de burn-out. D'ailleurs, dès l'année dernière, nous, à Ready for It, on a organisé des sessions de coaching. Il y a un besoin d'accompagnement de cette communauté et il y a aussi un besoin de sortir de l'isolement. Parce que rappelez-vous ce qu'on a dit. On est au sein d'entreprises éclatées sur le territoire français. C'est plus facile de se retrouver quand on est concentré en région parisienne. Certes, la qualité de la vie n'est pas la même, mais plus sérieusement, il y a une vraie problématique de sortir de l'isolement pour pouvoir trouver, parce que c'est dans l'intelligence collective que les solutions peuvent être trouvées. Et du coup, c'est important, justement. Et ils sont isolés parfois, les DSI se sentent isolés au sein de l'entreprise? De moins en moins, parce que ce rôle de business partner, s'il est bien pris, bien évidemment, donne un élan nouveau. Il y a vraiment comme un rajeunissement de ce métier qui donne un rôle différent, une vision différente. Donc, il y a plus en plus ce rôle de fédérateur, donc d'inclusion dans l'entreprise. On ne peut plus, comme je disais tout à l'heure, on ne peut plus dire qu'un DSI est juste là pour faire tourner l'infra et pour réduire les coûts. C'est pareil, le DSI qui reste à son bureau, il est dead depuis un moment. Donc, il faut de l'agilité et il faut savoir prendre des risques aussi, j'imagine. Absolument. Il faut prendre des risques pour investir sur les bonnes technologies. Sur les 2 dernières années, on a eu l'invasion des nouvelles technologies menées par l'IA générative. C'est un vrai sujet qui est ressorti à l'étude et j'ai été assez surprise sur tout cet angle. En 2025, de par la pression économique dont nous témoignons, l'IA générative, les projets d'IA générative devront de plus en plus prouver leur ROI. Sinon, ils vont être juste stoppés. Donc, il y a un nouvel angle. Alors, ROI, donc que ça serve à quelque chose, que l'argent investi... parce que les investissements... Parce qu'au début, on a investi pour voir un peu ce qu'on pouvait faire avec. Maintenant, au bout de la première, deuxième, troisième année, il faut prouver que ça rapporte. La contribution à la marge, la contribution au business, ce n'est que dans cet angle-là que l'IA aura une nouvelle version, donc une vraie remise en question de tous ces nouveaux process qui sont en train d'arriver. Mais il n'y a pas que le DSI qui est en jeu dans ce cas-là. Je veux dire, il met des outils à disposition des collaborateurs. Il faut que les collaborateurs sachent l'utiliser, éventuellement soient formés, etc. C'est même plus complexe parce que si on parle d'outils d'IA générative, il y a ceux que le DSI apporte, mais aussi ceux que les métiers, le business apporte. Et donc, il y a une complexité parce qu'à un moment donné, c'est qui le décideur? C'est le DSI, c'est les métiers, c'est le business. Donc, il y a un vrai rôle de compromis entre les structures diverses, avec une grande problématique, c'est que souvent, des nouveaux logiciels menés par les métiers n'ont pas eu le check de sécurité qu'un DSI peut faire. Donc, il y a encore une complexité parce que le DSI ne peut pas juste accepter ce que vient des métiers, il faut coopérer avec parce que... Les métiers, c'est-à-dire des les directeurs marketing, directeurs marketing, directeurs des ventes qui amènent de nouveaux logiciels pour aller plus vite, pour vendre plus vite. Qui peut-être de leur côté travaillent sur ChatGPT, sur leur ordinateur personnel. Et là, il y a une porte, il y a une faiblesse, il y a une menace potentielle à l'entreprise en termes de cybersécurité. Donc, le DSI doit être là. C'est ambivalent parce que d'un côté, le DSI doit être là. On lui dit, tu dois contribuer au ROI et donc être un business partner. Mais de l'autre côté, si les outils qui arrivent peuvent mettre en danger la société, l'organisation, c'est son job aussi de freiner tout en aidant les ROI. Donc, il y a une ambivalence qui doit être faite avec un grand rôle de ne pas céder à la pression, tout en prouvant sa propre capacité à contribuer au ROI dans tout ça. On est en plein dans ce qu'on appelle les injonctions contradictoires. Absolument. Sur la cybersécurité, l'ANSSI, l'Agence nationale des services d'information, a rendu récemment, en mars, son rapport annuel. Évidemment, il est mauvais, j'ai envie de dire, comme ces dernières années. En tout cas, le nombre d'événements de cybersécurité a progressé de 15% en 2024. Et c'est vrai, vous l'avez dit, les ETI, donc les entreprises de taille moyenne, sont souvent visées. Les grandes affaires qu'il y a eu... les collectivités, mais les grandes affaires de piratage qu'il y a pu y avoir, qui touchent des grands groupes, en fait, c'est en s'attaquant à des sous-traitants qui, eux, n'étaient pas préparés. Donc, maintenant, il y a des injonctions pour que ces entreprises, relèvent la garde, soient plus protégées, soient plus résilientes, etc. Il y a aussi des dispositions qui vont se mettre en place avec des sanctions financières, pouvant aller jusqu'à 2% du chiffre d'affaires, de la réglementation.
Comment On faire est dans face à l'année tout de la ça? réglementation. Ouais. Un des points plus obscurs, justement, c'était toute cette partie de où nous mène la réglementation. Nous Le allons fameux où dans NIS tout ça, 2, le et fameux NIS cetera, 2 et la compagnie. directive européenne. Sachant que l'ANSSI a été aussi, l'année dernière, a été aussi, a eu une position précautionneuse sur NIS 2, apaisante sur la pression de NIS 2. C'est vrai que c'est en réglementant qu'on oblige les gens et que du coup, on arrive à faire certaines choses. Il ne faut pas le nier quand même. Pour revenir sur les attaques, oui, le constat est clair. Hein, les attaques sont toujours là. Pour une note positive, si je peux me permettre, une note positive sur 2025, n'oublions pas la réussite de la période des JO, qui a été une réussite nationale extravagante, parce qu'il y a eu un nombre d'incidents très, très limité. Certes, il y a eu des équipes qui ont travaillé comme des malades, mais n'oublions pas que la France est quand même championne en Europe en termes de cybersécurité. J'y tiens à le répéter. Vous avez raison. Ce qui prouve que quand on s'y met, on arrive à des résultats. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut baisser la garde, parce qu'au contraire, les attaques sont toujours là. On est au sein d'un écosystème mondial, géopolitique et financier compliqué. Les attaquants ont leurs gains économiques et en plus aussi politique des alliances diverses et variées. L'état du monde explose, donc forcément, le cyberespace, ça va avec. Hein. Dans ce contexte, les faiblesses sont effectivement au sein des plus petites entreprises parce qu'elles ont une maturité moindre au niveau de leur gestion de la résilience et la cybersécurité. Il y a des progrès. Qu'est-ce qui bloque? C'est les pratiques qui ne sont pas au niveau? C'est des budgets? Les deux, parce qu'en fait, il y a surtout si on descend au niveau de taille d'entreprise, la cybersécurité vient à peine d'être connue. Et donc, un des sites doit démarrer à zéro, pitcher pour avoir le budget. Il n'y a pas seulement le côté budget, ne pas assez, aussi la capacité de mettre en place certaines structures. Parce que souvent, les offreurs de solutions avaient plus l'habitude de travailler avec des grands groupes, avec des formats de travail qui peuvent être facilement appliqués à une équipe de DSI de 80 personnes. Or, dans une ETI, c'est pas le cas. On est loin de ces chiffres. Ouais. Donc, certes, il y a eu une progression auprès des offreurs de solutions qui ont fait les dernières années. Ils ont vraiment essayé d'avoir des offres plus managées pour les gérer. Mais donc, d'accord. Donc, les solutions de sécurité s'adaptent. Existent de plus en plus parce qu'on ne peut pas s'adresser à un groupe du CAC 40 comme à une ETI. Donc, il y a... Oui, mais en même temps, ce qu'on demande aujourd'hui aux ETI, c'est d'avoir un peu des pratiques et un niveau de sécurité digne d'un groupe du CAC 40. Oui, mais sans avoir le même budget, justement, et les mêmes structures. Et encore une fois, au-delà des budgets qu'on peut déclencher, c'est vraiment structure. Avoir le nombre, les talents nécessaires, le nombre de talents, le nombre de personnes pour réaliser tout ça. Donc, il y a une complexité, ce qui est positif, parce que j'arrive toujours à rebondir sur quelque chose de positif. Ayant la vision aussi sur la cybersécurité au niveau des grands groupes du CAC 40 et tout ça, de par mon job, parce que je suis aussi la directrice des assises de la cybersécurité, qui s'adresse justement au haut de l'économie française, il y a de plus en plus des méthodes de solidarité au sein des responsables, des experts de la cybersécurité au niveau national. Et quand je dis solidarité, attention, je ne suis pas en train de parler de bénévolat du tout. Je parle du fait que les grands groupes sont conscients qu'ils doivent aider les moindres structures parce que tout est le monde informatique est relayé de manière globale. Donc, il y a de plus en plus de transferts de compétences. Surtout si l'un est le prestataire de l'autre. Surtout prestataire ou filiale. Donc, on est dans un constat de transfert des connaissances. Nous ne pouvons pas dire qu'il n'y a pas eu une croissance dans la maturation. Je ne dis pas maturité, mais maturation des DSI sur ce travail. Donc ça marche. C'est en train. On ne peut pas dire, malheureusement, on ne peut pas dire ça marche pas. On est plutôt en mode évolution. C'est en train de. Je ne sais pas si je vous déçois, mais c'est le constat quand même. C'est surtout qu'on sent qu'effectivement, c'est une préoccupation majeure. Sur le site, je suis allé voir sur le site cybermalveillance.gouv.fr, qui dit que seulement 22% des PME s'estiment prêtes à affronter une cyberattaque. Alors, si on descend au niveau des PME, on est encore... Parce que les ETI, c'est notre cible avec Ready for It. On est quand même dans des structures assez grosses. Alors, les PME, bien sûr, et il y a un vrai travail qui est fait. Mais encore une fois, pour rebondir sur le côté positif, n'oublions pas que sur les 2 dernières années, après la création du campus national CELU de Paris, la France n'a pas arrêté de s'armer. Il y a eu un tout. Aujourd'hui, on a 6 campus en tout sur le territoire.
sans parler à partir de Lille jusqu'à Marseille. Enfin, il y a une vraie couverture sur le territoire, sans parler du travail des CERT qui sont là pour répondre aux besoins. Les CERT, c'est les dispositifs d'alerte cyber, c'est ça au niveau national. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, un DSI dans une entreprise de taille intermédiaire, s'il est confronté, ou surtout avant d'être confronté à un problème, il peut trouver des ressources, il peut trouver... c'est quoi? Ils se rendent sur ces campus, ils ont des contacts, des référents, avec qui ils dialoguent régulièrement? De ce que je vois depuis 6 ans dans mon travail avec Ready for It ou les Assises, s'il y a un seul mot pour un DSI, c'est vraiment celui de dire il ne faut pas attendre que les choses arrivent, il faut anticiper, donc sortir de son propre bureau, comme on disait, non seulement au sein de l'entreprise où il faut fédérer, mais aussi au niveau, au niveau des associations qui existent, qui sont soit régionales, soit nationales. Le CESAM, par exemple, est une des structures qui couvre la totalité du territoire. Il y a l'inclusif aussi. Il y a beaucoup d'associations aussi locales. Récemment, j'étais à Marseille où le CIP fait un énorme travail de cohésion, parce que justement, c'est dans l'échange et dans les moments de partage que du coup, on trouve les solutions et qu'on mature en termes d'apprentissage de la cybersécurité. À Ready for It, pendant 6 ans, on n'a pas arrêté de faire des focus spéciaux cybersécurité pour apprendre, et vraiment pouvoir rattraper ce gap qui manque aux ETI. Et on sait que tout est lié, et notamment, ça va jusqu'au choix des outils. Vous parliez tout à l'heure des solutions de cybersécurité qui s'adaptent, heureusement, mais il y a des choix stratégiques. Voilà, une entreprise a besoin d'outils métiers, d'outils de cloud, etc. Comment choisir quand on voit que là aussi, il y a des injonctions nouvelles, notamment en termes de souveraineté Absolument. numérique. Qui s'est complexifié de plus en plus. Et oui. Où les entreprises peut-être avaient l'habitude de jouer un peu la sécurité. Je m'adresse aux grands groupes américains, la plupart du temps. Bien évidemment, d'où le problème de souveraineté aujourd'hui qui s'adresse, d'où le moment de bouscule complètement complet, et aussi donc de dépendance économique in fine. Donc, il y a un changement. C'est pour ça que ce qui est emblématique dans tout ça, c'est que le travail d'une petite ETI de Bordeaux, je dis au hasard, vraiment, je sors Bordeaux au hasard, est tellement lié aujourd'hui à la géopolitique internationale. Quelle est la solution? Je n'ai pas la solution. Moi, ce que je prône tout le temps, c'est qu'il faut sortir de chez soi pour s'instruire, pour parler avec les autres. Notre job, nous, en tant qu'organisateurs d'événements, c'est d'aller chercher les meilleures solutions, les meilleures approches. C'est surtout dans la diversité des choix qu'on peut proposer. Tant qu'on œuvre pour la diversité des choix, et là je parle de cloud, il faut surtout, mon opinion, c'est donc qu'il ça veut faut dire quoi, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier? Voilà, et surtout, il ne faut pas arrêter ça de manière plus collective. Je parle vraiment à la communauté des DSI, de manière collective, ne pas se dire on n'a pas le choix, de toute façon, c'est comme ça. Certes, la pression envers certains groupes américains, je ne veux pas sous-estimer ça, mais il faut œuvrer pour faire en sorte de ne pas rester dans la dépendance. Et il y a de toute façon, même au niveau politique français, des volontés, et aussi européennes. Donc il faut y croire. Certes, c'est des guerres qui sont colossales, mais il faut y croire. Donc ça veut dire quoi? Opter pour des solutions nationales. On l'a vu dans le cloud. On sait que dans le cloud, il y a beaucoup d'acteurs français. Je ne veux pas faire la publicité, vous ne pouvez pas imaginer la promotion, mais c'est dans ce sens. Tant qu'on a le choix, c'est ça, l'important, c'est d'avoir le choix et de pousser pour avoir cette diversité. Il y a beaucoup d'acteurs français du cloud, mais qui n'ont pas la dimension des acteurs internationaux, Microsoft, Google, Amazon, etc. Après, c'est le serpent qui se mord la queue, parce qu'ils disent on n'a pas la dimension, parce que justement, on n'a pas les marchés, on n'a pas les possibilités de croître. Oui, mais peut-être il y a plus de flexibilité par rapport à... Quand on négocie un contrat, quand on se négocie un contrat avec les grands acteurs américains, on peut rayer le mot négocier. On ne négocie pas. On signe, c'est tout. Voilà. Il y a aussi à prendre en compte après chaque entité. Mais un DSI qui a la préoccupation de la cybersécurité, est-ce qu'il ne va pas vouloir à chaque fois jouer la sécurité et donc prendre un Microsoft, un Amazon, parce que c'est les plus gros et parce que le voisin a fait pareil, plutôt que d'aller se risquer sur un acteur local du cloud pour lequel il peut avoir les plus grandes sympathies du monde, mais pas forcément toutes les garanties? Ces acteurs locaux ont quand même de plus en plus gagné de la crédibilité sur ces dernières années. Donc, je souhaiterais un petit peu limiter le fait de dire, OK, on est du tout ou rien.
en choisissant d'autres acteurs, on passe pas du tout au Oui, il y a des grands noms. Et on ressent de plus en plus le fait d'avoir des témoignages, mais en fait, j'ai plus de marge de manœuvre. Donc, c'est un vrai choix. Encore une fois, c'est le choix qui gagne. C'est un vrai choix de dire, OK, peut-être que je ça et ça et ça que je ne couvre pas, mais j'ai plus de liberté. Et donc, c'est pas à moi, encore une fois, de choisir s'il faut signer avec certains acteurs, donc à la référence, mais c'est vraiment cette liberté et s'ouvrir l'esprit. Donc, il n'y a pas de recette miracle. Voilà. Ouais. Surtout, sinon, on ne se plaint pas 10 ans après, on dit « Ah, on est en prison ». Voilà. L'IA générative, j'y reviens un instant, parce qu'encore une fois, tout est lié, tout ça, en termes de choix de solutions, en termes de risques que ça peut présenter, et en même temps, l'injonction qui est d'aller vite, d'adopter ces solutions, etc. Il y a des pressions budgétaires, ça commence à coûter de l'argent, la sécurité aussi, d'une manière générale, ça coûte cher. Comment concilier tout ça? Comment arriver à avoir les budgets pour faire ça? Il y a aussi la question des talents. Il faut renforcer les équipes. Et ça aussi, c'est de l'argent. Alors, ça fait beaucoup. Il y a la gestion du budget de la cybersécurité. Ouais. Il y a la gestion des outils IA dont on a déjà parlé. On a dit maintenant, il va falloir qu'ils fassent des preuves. C'est difficile de donner une réponse globale sur les outils d'IA parce qu'ils sont tellement, les outils d'IA générative sont tellement spécifiques selon les secteurs et la typologie d'organisation qu'on peut parler de tout et de rien. Il y a certainement certains secteurs qui sont beaucoup plus dépendants et qui ont besoin beaucoup plus de ces outils et qui sont intégrés beaucoup plus vite et qui vont prouver de plus vite la théorie. Je parle notamment, ici on est dans un contexte média, par exemple dans tout ce qui est le domaine des médias, forcément on fait avec déjà et les preuves de productivité sont déjà tangibles. Sur d'autres secteurs, c'est plus au ralenti. Pour revenir au budget dans tout ça, c'est le chef d'orchestre. Le DSI, c'est le chef d'orchestre. Parce que oui, il y a une vraie dépendance du budget. Dans les premières réunions qu'on faisait avec notre comité de pilotage de Ready for It, un des premiers mots qui est sorti, c'est budget gouvernance. Et donc, budget, pourquoi je dis aussi gouvernance? Budget, c'est pas seulement l'Excel, qu'est-ce que je décide, qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je gagne, mais le budget, aujourd'hui, rentre dans un contexte plus large, justement, de gouvernance, parce que budget, oui, mais comment on travaille le budget avec les achats, avec les métiers, avec d'autres entités. Donc, il y a un vrai sujet de qui gère quoi et de gouvernance au sein de l'entreprise, encore une fois, dans ce changement de rôle du DSI. Voilà. Je vais être un peu poil à gratter, mais vous l'avez dit, le métier change. Est-ce que tous les DSI aujourd'hui en place sont aptes à épouser ce changement et ils n'ont pas été formés forcément pour ça. Est-ce qu'ils peuvent tous aller dans cette nouvelle direction? Effectivement, on a dit l'ancien ingénieur. On a dit l'ancien ingénieur devient plutôt. Il sort d'école de commerce. Ouais, il y a vraiment. Je schématise bien évidemment. C'est quoi le bon profil alors finalement? Le bon profil, effectivement, c'est quelqu'un qui sait évoluer, qui va avec le changement, qui n'a pas peur du changement. Si la posture est celle de se braquer au changement, ça ne matche pas. De ma humble expérience, ça ne matche pas parce que tout est lié à ce moment de shift économique, pression financière, pression technologique. Je vois et j'ai vu des anciens ingénieurs devenir vraiment des démontrer une très belle performance en tant que DSI. Donc, il ne faut pas du tout remettre en question la formation scientifique de nos DSI. Personnellement, je pense que cette évolution est positive parce que ça amène beaucoup plus d'attractivité, la mission dont je parlais tout à l'heure, sens à ce métier qui aurait été plus technique, technologique. Après, c'est à la personnalité de chacun et chacune de s'adapter. De ce que je vois, parce que j'essaye de plus en plus dans le terrain, au sein des réunions, au sein des campus, justement, pour les retrouver, je vois des gens de plus en plus engagés, enthousiasmés, fatigués, certes, mais de plus en plus enthousiasmés par ce rôle qui a un vrai sens au sein de la société. De plus en plus. Si on devait résumer tout cela, Maria Iacono, quelques conseils, trois mots-clés. Trois mots-clés. 3 conseils pour le grand saut. 3 mots-clés, 21 mai. Ça, on va le dire. Bien sûr, j'allais le préciser. Mais non. D'abord les mots-clés, après on donnera les dates. Les mots-clés, c'est anticipation.
se retrouver et sortir de l'isolement. Partager. C'est l'intelligence collective qui permet de trouver les bonnes solutions au sein de l'entreprise et aussi en dehors de l'entreprise de manière plus large. Nous le constatons de plus en plus, surtout pour les ETI qui sont, comme je disais, éclatés sur le territoire national. Et on n'a pas besoin de redire le 20-21 mai parce que je ne sais pas combien de fois je l'ai placé. Mais vous avez bien fait. On va le rappeler de toute façon du 20. Ça va. Voilà, 20-22 mai à Monaco. Alors vous dites ready for it et moi je dis ready for IT. Tout est accepté. On est dans le choix. On a raison tous les deux. On est d'accord. C'est un jeu de mots avec IT, mais bien évidemment, etc. Bien évidemment. Voilà, ready for it à Monaco du 20 au 22 mai. Merci beaucoup. Un grand merci de m'avoir accueilli. Merci à vous. Bonne continuation.